Si vous avez le projet absolument de faire un chalet, se renseigner avant d'acheter un terrain, parce que certaines municipalités peuvent ne pas vouloir. D'accord, ouais. Ça c'est bon à savoir. Bonjour Bastien, aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un propriétaire qui a construit lui-même son chalet. Allez, venez avec nous. Ah, bonjour Arnaud. Bonjour Bastien. Enchanté. Vous allez bien? Très bien et vous? Oui, oui. Mon collègue Stan. Bonjour Arnaud. Stan, tout va bien? Impeccable. Le café vient de couler. Ah, parfait. Bon bonjour Arnaud, Bonjour, merci c'est Slash. de nous accueillir chez vous, Avec plaisir. dans votre propriété, devant votre beau chalet. Merci. Voilà. Ouais. On en profite du coup pour vous interviewer, vous poser 2-3 questions, connaître un peu ce qui vous a amené à construire ce chalet et puis votre style de vie voilà, à l'intérieur de ce type de construction. D'accord. On va commencer déjà par vous présenter. Qui Donc, êtes-vous qui je suis? Arnaud, en fait, et tout simplement, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'avais le projet d'acquérir un bien immobilier et après pas mal de temps à rechercher et à faire pas mal de visites sans trouver ce que je voulais, un ami m'a suggéré l'idée d'acheter un terrain et puis de concrétiser mon projet. De chalet madrier. Alors à l'origine, on ne parlait pas d'un chalet. D'accord, ouais. J'étais déjà assez content d'avoir trouvé un terrain que je trouvais bien exposé, qui pouvait concentrer le potentiel pour mes petits projets. Et après est venue la réflexion de la construction en tant que telle. Donc après avoir regardé et discuté avec des amis, j'ai rencontré quelqu'un qui avait construit un chalet quelques années avant que moi je me lance dans la construction, ici à 200 ou 300 mètres. Et qui vous a convaincu, du coup? Qui m'a fait visiter, qui m'en a parlé, qui m'en a convaincu, il m'a plus rassuré sur la fin, puisque en fait quand j'ai vu la construction chez lui ainsi que celle chez... J'en ai vu deux autres, qui connaissaient deux personnes, dont une qui connaissait bien et qui m'a aussi laissé visiter, avec un chalet qui était radicalement différent en termes de construction. Et la construction en tant que telle, le ressenti, l'ambiance, l'aspect naturel, le fait aussi qu'on puisse jouer dessus, puisque le bois se travaille quand même très facilement. En poussant à son paroxysme, vous avez une cloison, une tronçonneuse, vous pouvez faire une porte, mais pas mal d'agencement. Donc ça m'a bien séduit et c'est après en discutant plus avec eux pour voir vraiment les contraintes de vivre dans un tel environnement, les avantages, comment on le vivait, comment on le ressentait. Et le peu de doutes que j'avais, ils les ont dissipés assez vite. Et du coup, je me suis lancé. Ok, ouais. Tout simplement. Bon, très bien, en tout cas, on voit effectivement, c'est une belle construction. Merci bien. Ensuite, il a fallu entreprendre les démarches, j'imagine, de la construction. Oui. Donc là, vous expliquiez que c'était vous qui avez réalisé les plans, pensé vraiment le projet du premier coup de crayon presque jusqu'au dernier. Oui. Du coup. Oui. C'est presque l'aspect compliqué. Quand vous partez d'une surface neutre où il n'y a rien, vous pouvez tout faire. Toute dimension de cuisine, de salon, vous allez bouger les cloisons de 20 cm à droite, 20 cm à gauche. Et puis du coup je me suis mis, à l'époque ça s'appelait architecture 3D, c'était un logiciel, un des premiers, et j'ai dessiné les plans comme ça, au fur et à mesure. Vous avez des compétences de dessinateur? Ah non, au début j'avais absolument rien, non. Donc j'ai appris, j'ai tâtonné, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, jusqu'à arriver à réaliser les plans finis intégralement. Et après j'ai envoyé donc ça à un fabricant de chalets qui propose ses propres modèles, et puis moi je l'ai contacté en lui disant voilà, j'ai besoin de l'étude pour valider RDM, donc résistance des matériaux, les sections, pour les traverses suivant la charge qu'il y avait à soutenir et ce genre de choses, vérifier que tout était bien correct. Et puis après vérification, qu'on me coupe les bois selon les plans que j'avais fait en fait. Taillé sur machine, taillé sur machine numérique, absolument. Une des difficultés, par exemple, la difficulté contrainte du chalet, c'est que vous allez devoir définir les interrupteurs et puis les prises, tout le système électrique en amont. Puisque chaque madrier va être pré-percé de manière verticale et pour pouvoir passer les gaines électriques. Et après, avec une scie cloche dans la cloison au bon endroit, vous allez percer pour pouvoir passer l'interrupteur. Bon voilà, on s'est fait prendre de court par la pluie. Du coup, on a dû rentrer, mais comme vous disiez, il pleut plus maintenant. C'est pas grave, on est bien installé là, ça va aller.
Donc voilà, la question qu'on se posait, enfin que je vous posais tout à l'heure, c'était savoir si le terrain et le PLU avaient une importance sur le choix de cette construction. Est-ce qu'il faut que le PLU accepte ce type de construction? Est-ce qu'il faut que ça soit noté dedans et est-ce qu'il faut aussi que le terrain soit adéquat pour ce type de construction? Au niveau du terrain en soi, physiquement, il n'y a aucune difficulté. Et après, je dirais c'est une histoire de style de fondation ou autre. D'accord. Il y a beaucoup de chalets qui sont mis sur des pentes escarpées en montagne ou avec des climats beaucoup plus compliqués, soit au niveau du vent, des contraintes thermiques, des changements entre la chaleur de l'été et le froid de l'hiver, le bois, les matières qui travaillent bien. Ça, c'est pas, au contraire, ça s'y prête même plutôt bien. Au niveau PLU, alors là, moi j'avoue que ça n'a pas été des plus faciles, mais je ne fais pas partie des gens pour qui ça a été vraiment compliqué. Ça va dépendre de la région où vous voulez installer. Alors je pense qu'effectivement, si vous avez le projet absolument de faire un chalet, se renseigner avant d'acheter un terrain, parce que certaines municipalités peuvent ne pas vouloir. D'accord, ouais. Ça c'est bon à savoir. Ouais. Clairement ne pas le vouloir parce qu'ils estiment que l'architecture, l'esthétique de ce genre de construction ne cadre pas avec l'histoire ou l'architecture environnante. D'autres ne vont pas être aussi drastiques, mais par contre vont avoir beaucoup d'exigences, justifiables ou non justifiables. Moi j'ai été le 3e chalet en construction ici et les 2 premiers qui ont construit 2 ou 3 ans avant moi ont clairement eu des difficultés, comme je vous expliquais, interdiction de mettre les aides sur les volets, interdiction pour le balcon et beaucoup d'autres contraintes comme ça. Donc ça va dépendre en fait des mœurs un petit peu du coin. S'il n'y a pas eu encore de chalet dans le coin, il y a un risque de... S'il n'y a pas eu de chalet, en tout cas, vous n'aurez pas de base de réflexion, à part le fait, ce que je conseille et ce que j'avais fait moi d'ailleurs, ce qui m'a évité pas mal de soucis, c'est de contacter les services qui vont être en charge de délibérer, d'analyser votre dossier et de le valider ou non. Ça pourrait éviter des mauvaises surprises, mais effectivement, en tout cas, sans avoir un projet très concret, si c'est une construction atypique comme celle d'un chalet, je pense qu'effectivement, il faut déjà vérifier la faisabilité. D'accord. Avant toute chose. Après, donc là, on va parler un peu plus de l'aspect technique. Donc, vous avez fait appel à un bureau d'études. Est-ce que vous, déjà en amont, vous aviez, entre guillemets, imaginé des dimensionnements de madriers? Est-ce que vous saviez déjà que ce serait un madrier de 10 cm, c'est ça, d'épaisseur? Alors, j'avais regardé les différents modèles. D'ailleurs, même à l'origine, j'étais plutôt orienté sur un chalet en rondin. En fuste, non? En rondin? Oui. Et puis là, effectivement, j'ai tout de suite compris que c'était même pas envisageable pour le problème dont on vient de parler. D'accord, au niveau de l'obtention du permis. Donc vous avez essayé quand même, vous avez posé la question auprès de la mairie Oui. Mais là, on est vraiment. Je dirais qu'esthétiquement, le chalet en rondin, en fût donc rond, est vraiment quelque chose qui est très très atypique. On sort de l'aspect avec les surfaces lisses et les surfaces murales. Donc, c'est encore plus compliqué, peut-être à l'intérieur après en termes d'agencement. Oui, alors effectivement, ça pourrait être plus compliqué, ne serait-ce que parce que vous n'avez pas les murs plats ou autre. Mais moi j'aimais, j'en aimais l'ambiance, le style, effectivement, l'esthétique. D'accord. Donc le bureau d'études vous a dit, avec telle essence, pour telle surface, on vous propose, on conseille de faire 10 cm d'épaisseur. On est sur quelle essence d'ailleurs? Ils me l'ont confirmé. Alors au niveau de l'essence, moi au début je voulais de l'IPCA, du Jura, et à cette époque-là ce n'était pas possible. Je suis tombé à la mauvaise période en termes de pénurie de bois sec. C'était en été du coup? C'était au début de l'été, quand j'ai voulu passer la commande, j'ai construit après, mais effectivement, et puis là, c'était pas possible, donc j'ai eu de l'IPCA de Norvège. Finalement, pour moi, était une solution meilleure, puisque les IPCA là-bas naissent et grandissent avec le climat, qui est plus rude, donc il a des veines quand même un petit peu plus serrées, logiquement, et on restait quand même sur de l'IPCA. Et j'avais quand même regardé les styles de construction, donc je savais que je devais m'attendre à des madriers de 10 puisque j'avais tourné, je m'étais renseigné pour regarder, par rapport à la résistance thermique aussi. Oui, puis les bases quand même des constructions, des modèles existants, et ne serait-ce qu'en allant sur les catalogues, sur les sites internet, vous avez quand même un descriptif, même s'il est sommaire, des modèles
on va dire, standard usine, où il vous donne quand même des dimensions. Donc ça suffit quand même pour vous donner une idée, et puis les possibilités. Ouais, Voilà. d'accord. Comme vous pouvez la voir, là, moi, c'est en madrier plein. C'est-à-dire que quand vous le touchez à l'intérieur, c'est le même madrier à l'extérieur. Mais d'autres vont faire avec un habillage. Un peu comme si vous aviez intérieur et extérieur des parois de mouchette avec une isolation mise dedans. En ossature bois, du coup. Oui, plus ou moins, oui. J'appelle ça plutôt un parement, un habillage bois. D'accord. Sur une ossature qui effectivement est en bois, mais voilà. Ok. Donc là, oui, il y a eu l'étude préalable, et après, il a fallu poser, il a fallu rendre concret ce projet. Oui. Donc là, vous avez fait appel à une entreprise, ou vous-même, vous avez, il me semble, c'est ça Non, il n'y a pas eu d'entreprise. Alors, il y a eu... Pour le terrassement, il y a eu une entreprise pour le terrassement, parce qu'il il y avait quand même un travail, voilà, la forme du terrain qui était tout simplement une pente. Une grosse pente avec rien dessus. Entre le prix de la location du matériel et puis le temps que j'aurais mis moi à apprendre à manipuler, des résultats certainement pas très bons, j'ai préféré passer effectivement par un professionnel. Ouais, ok. Plus le résultat n'a pas été terrible, ça c'est pas spécialement bien passé. Ça c'est l'expérience. Mais bon, voilà, mais en tout cas, c'est la seule chose pour laquelle une entreprise soit intervenue. Pour tout le reste, ça a été famille et piano. Et vous l'avez posé sur radier, ce chalet. Donc vous avez décidé de faire une dalle. Oui, absolument. Sur radier. Okay. Voilà. Pour quelle raison? C'est un intérêt technique ou c'est... Alors il y avait déjà des contraintes en termes de hauteur données par l'administration. Et comme il y a un rez-de-chaussée et un étage, je ne pouvais pas faire une cave ou surélever, ou alors j'aurais dû la faire enterrer, mais là on arrive dans un autre problème qui est lié au terrain, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit où il y a beaucoup d'étangs. Ah oui. Donc les étangs communiquent entre eux sous la terre, et les vieilles maisons d'ici n'avaient pas de cave. Ceux qui ont voulu construire une maison moderne avec une cave, généralement au bout de peu de temps ils ont dû rajouter une pompe d'évacuation. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est la localisation qui est... Donc moi j'ai fait un radier, ce qui me semblait déjà mieux par rapport à la vie sanitaire, pour avoir quelque chose de plein, entouré d'agglos et isolé. D'accord. C'est isolé là en dessous. Alors c'est isolé, mais j'entends isolé, la ceinture de contour d'agglos est isolée à l'extérieur aussi au niveau du refuge, au niveau de l'eau. D'accord. Voilà, pour éviter que ça monte par le dessous et par les côtés. Et puis du coup là après 16-17 ans il n'y a jamais eu le moindre souci. Donc après que vous ayez fait la dalle, il a fallu donc commander, donc comme vous disiez, donc le bois, c'est ça, donc il venait de Suède. Ben oui, mais il est arrivé ensuite en France. L'entreprise qui a fait l'étude et qui a fait la découpe des bois, elle se situe dans le Jura. D'accord. Mais bon. Et donc ils ont taillé avec des machines à commande numérique, c'est ça, vous voyez, donc toutes les pièces, donc qui sont rainurées, c'est ça, hein, oui. Rainurées, feuillurées, pour permettre d'imbriquer les madriers les uns dans les autres. Oui, vous avez deux rainures sur la partie supérieure, le madrier, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut très bien voir juste à votre droite, Bastia. On ira voir. On regardera. En fait, vous avez sur la partie inférieure comme deux tétons mâles en ligne, et puis deux tétons, puis deux rainures pour l'autre madrier, ils viennent s'imbriquer. D'accord. Et il y a une étanchéité entre les deux ou pas du tout, simplement? L'étanchéité, elle va se faire naturellement, c'est-à-dire qu'en peu de temps. Parler sur l'histoire d'un an ou un an et demi, ça dépend si vous avez la neige sur le toit ou autre, mais votre chalet sur l'ensemble de sa hauteur va s'affaisser d'une vingtaine de centimètres. D'accord, donc quand vous montez les madriers, il y a effectivement le poids, plus on monte, plus on rajoute du poids, avec en plus la couverture, et sur donc il y a des éléments pour permettre de reprendre ce tassement dont vous parlez. Et il y a des éléments qui sont prévus, ne serait-ce que la partie supérieure aux fenêtres et aux portes, il y a un vide avec isolation qui est prévu, de manière à ce que quand le chalet, au fur et à mesure, va s'affaisser, bien sûr ça ne vienne pas appuyer sur le montant de la fenêtre ou de la porte. C'est l'isolation qui est souple, le vide qui va prendre sur soi la descente du chalet et va compresser l'isolation que vous aurez mis. D'accord. Et en faisant ça, le chalet va vraiment s'imbriquer de lui-même sur une forme naturelle et créer une grosse étanchéité en fait. Donc l'entreprise du Jura vous a livré en kit
c'est ça? Oui, c'est ça. Avec Voilà. des numéros de pièces, Oui, absolument. avec des plans à suivre, et ensuite c'était du Lego, grosso modo. C'est exactement ça, c'est basique. Pour les plus vieux d'entre nous, ceux qui auront joué avec les chalets du Jura, Ouais. où on faisait des cloisons en croisant des petits madriers. C'est exactement le même système. C'est-à-dire que dans chaque coin, ce madrier-là va se croiser avec celui que vous voyez là, D'accord. l'un au-dessus de l'autre. Et donc effectivement, vous avez les pièces numérotées du bas en haut, et c'est un beau petit jeu parce que vous arrivez quand même avec une bonne quantité de pannes, de madriers, de traverses, tout ce qui va autour, que vous devez tout étaler. Donc, je conseille de prévoir de la place. Ouais, ouais. Sinon, ça peut être très compliqué de devoir bouger plusieurs fois les mêmes pièces, Ouais. et puis de les ordonner. Et après, effectivement, vous suivez le plan, vous avez la première pièce A, ou avec les façades qui sont numérotées en sud, nord, est, ouest, et vous les mettez au fur et à mesure, et vous les calez à la masse. Et donc vous avez donc posé votre chalet donc depuis la dalle. Donc la dalle vous avez fait faire par un professionnel, et après jusqu'à la Non, couverture. la dalle, évidemment, on l'a fait nous-mêmes. C'est vous, d'accord. Ouais. J'ai fait venir du béton coulé D'accord. d'une entreprise, on n'a pas fait... Vous avez fait venir la toupie. Voilà, pour, on a fait le volume de la dalle, tout à la brouette et à la bétonneuse. Mais en fait, oui, c'est nous qui avons tout préparé avec les aglos, le ferraillage, et puis... Jusqu'à la tuile fêtière du toit. Oui. C'est vous qui l'avez posé aussi. Enfin, La panne fêtière, oui. La panne fêtière et la couverture, zinguerie, non? Zingri, ça je l'ai fait avec un ami qui était plus du métier. Il y a des parties où ça demande quand même un certain savoir-faire, avec lesquels j'estimais qu'il ne fallait pas jouer en termes de sécurité ou de soucis qu'on aurait pu avoir dans le futur. Donc effectivement, là j'avais quelqu'un du métier qui est venu me coacher, quoi, voilà, qui a la gentillesse quand des fois je faisais tout seul et qu'il y a un souci de venir vite donner un coup de main et de repartir, parce qu'il avait aussi sa vie, et de repartir une fois qu'il m'avait expliqué. Il a fallu combien de temps à peu près pour construire votre... Alors ça fait partie de l'avantage du chalet. En fait, alors j'entends hors eau, hors air, 6 jours. D'accord. 6 ou 7 jours. C'est ultra rapide, hein. Une semaine. Alors je parle pas avec le toit effectué, mais vous arrivez jusqu'au fêtage. Avec le film par pluie, grosso modo. Avec le film par pluie, effectivement, pour arriver à ce que ça ne coule pas chez vous, effectivement. Vous pouvez rajouter, alors après ça va dépendre de chacun, mais les portes et les fenêtres que vous allez rajouter après. Et honnêtement, moi je vais faire pareil. On a la chance d'avoir un ami qui était du métier, et on a tout posé les deux en une journée. D'accord. À deux. Donc voilà. C'est ultra rapide. C'est assez rapide, c'est un avantage. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver en une grosse semaine, en travaillant quand même pas mal, tous les jours et avec la main-d'œuvre qu'il faut, au moins dans une habitation plus ou moins fermée. Et alors du coup, après réalisation de votre chalet, j'imagine que vous devez être heureux, et puis quelles sensations en fait vous ressentez? Est-ce qu'il y a des déceptions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont au contraire, que vous y attendiez pas, on va dire, en termes de qualité de vie? Quel est votre ressenti? En termes de qualité de vie, non. Non, en fait, aucune déception. Vraiment, aucune. En tout cas, on vous sent apaisé. Quand on vient vous voir, on vous sent serein, tranquille. Je pense que le lieu est apaisant. L'environnement y contribue aussi certainement, le calme qui en dégage. Mais le lieu est apaisant. Petite visite, on les habitants du chalet justement. Mais non, en fait, je pense que c'est un cadre qui va bien, une habitation qui va bien dans un cadre naturel. Après, au niveau de l'intérieur, pour l'ambiance, vous pouvez très bien être dans du classique ou alors du plus moderne. Je pense que les deux peuvent aller. Vous pouvez jouer très facilement sur les deux, surtout que, ne serait-ce que vous mettez un escalier moderne, un vieil escalier en chaîne, ça va vous changer l'ambiance d'une pièce. L'ameublement va y contribuer. Mais on peut y mettre les annonces qu'on veut, ancienne, moderne ou très moderne. Après, je pense que l'aspect quand même chaleureux, un peu cocooning, feutré,
agréable, ça se ressent par la matière en fait, Ouais, par ouais. le bois, ce qui est dégagé. C'est ce qu'on ressent effectivement quand on vient chez vous. Mhm. En tout cas, voilà, ce qu'on a appris aujourd'hui en venant vous voir, c'est que il est facile de monter un chalet en madrier pour les personnes bien averties et bien encadrées. Effectivement, il faut bien comprendre les principes, je pense, de construction. Et Oui. Ça peut être rapide. C'est une structure légère, plutôt légère, et Oui, qui, en tout cas, qui s'imbrique très bien dans le cadre dans lequel on se trouve. Voilà. je pense, Mm. effectivement. Voilà. Après, j'ai développé autour un mode de vie qui est assez basé sur la nature, avec des arbustes, ce genre de choses-là, mais encore une fois, le chalet ne nécessite pas automatiquement une forêt, une montagne ou autre. À partir du moment où vous respectez l'environnement, effectivement, ça ne va pas jurer par rapport à votre construction. En termes d'entretien, on a oublié aussi une partie quand même importante que les gens en fait prennent aussi pas trop à la légère, dans le sens où on peut prendre ça comme une grosse contrainte qui est l'entretien. Oui. Voilà. Est-ce que c'est réellement contraignant voilà, comment on fait l'entretien d'un chalet? Alors, vous devez l'azurer. Donc, s'il y a une contrainte, elle va être plutôt au début, puisque le bois est absolument nature. Donc, il peut s'humidifier, se tacher. Par exemple, si vous ne le traitez pas et que vous arrivez avec des taches de boue, ça va être plus compliqué. Il faut reponcer, puisque l'essence naturelle du bois va tout de suite absorber. Donc, dès le début, effectivement, il faut se préparer à mettre 2 voire 3 couches. D'accord. Sur l'intégralité. Je conseille de ne pas lésiner sur la qualité du produit, très sincèrement. On s'y retrouve autant en confort d'application qu'en protection. Et après, vous pouvez, alors ça va dépendre aussi du climat, si vous êtes sur un climat tempéré ou un climat très agressif en termes de soleil ou de gel ou de vent ou de pluie, évidemment ça ne va pas réagir pareil, mais vous pouvez espacer l'azur tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Peut-être orienté plus sur la façade qui va être face au vent. Ouais. Et honnêtement, moi ce que je fais, c'est que j'essaie de faire 1 ou 2 façades tous les ans. Donc une façade en fait, même 2, c'est vraiment pas compliqué. On est sur une demi-journée, une journée au maximum. Vous le faites avec un ami ou 2 amis. Attends, 2 minutes. Et c'est très très vite passé et c'est fait, vous êtes tranquille sur l'année. Donc okay. Après, on doit tous les jours, c'est pas une contrainte. D'accord. Tu voulais... On est revenu à l'extérieur parce que bon, on a le temps qui se calme un peu. Oui. Si vous deviez faire une conclusion sur votre chalet, sur votre maison, en ce qui me concerne, pour moi, c'est totalement du positif. Donc, je suis vraiment très content du mode de vie qu'on peut avoir. Esthétiquement, j'aime toujours ça. J'en aime l'aspect modulable parce qu'encore une fois, on est sur une matière qui est du bois, donc qui est quand même plus modulable que du béton si on veut faire des agencements, des changements. Ouais. Un petit coup supplémentaire, je dirais, à la construction, qui va dépendre bien sûr de la taille et de ce que vous allez mettre dedans en termes de qualité de matériaux. Mais je pense que ça vaut le coup. À titre personnel, je l'ai récupéré sur le chauffage, puisqu'en fait on se chauffe, comme on l'a vu, avec juste le fourneau et ça nous prend 6 terres de bois. Des fois un tout petit peu plus ou un petit peu moins suivant les années, mais 6 terres de bois, voilà, dans une région où le bois est assez accessible. Ouais, c'est un matériau local. Ouais. C'est un matériau local. Ça se prend en compte si vous construisez en Alsace ou autre, où les prix sont excessivement plus chers, effectivement. Mais voilà, et vous avez une indépendance, j'estime, par rapport à l'électricité, le bois tombe pas en panne, au pellet, où vous avez des bonnes variations de prix, le bois est quand même plus fiable, et puis sans parler de l'odeur qui s'en dégage, de la chaleur qui s'en dégage, qui n'a rien à voir avec une chaleur électrique, qui est plutôt sèche et aseptisée. Celle du bois a une odeur aussi, suivant l'essence, et le spectacle des flammes. Mais sur l'ensemble de la construction, non, franchement... Positif, en fin de compte. Hein. Oui. Un petit peu plus d'entretien sur l'aspect des façades extérieures, mais après, à part ça...
À part ça, rien, non, non, je vais pas dire agréablement surpris parce que j'avais pas de crainte, mais là on arrive sur la 17e année dans une des régions qui n'est pas la plus simple en termes de climat. Là on est sur la Franche-Comté, on a des étés qui montent, le lendemain on va avoir de la pluie, on va avoir du vent, on va avoir du gel, de la neige. Et je trouve qu'il vieillit bien, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur en tout cas. Il réagit bien en plus au changement des... Il réagit très bien au changement, parfois avec du bruit, puisque comme c'est du bois, toute personne qui vit, ou ne serait-ce que même des meubles, la boiserie va craquer, va bouger, mais c'est le chalet qui vit. Et j'aurais presque tendance à dire qu'en termes même sismiques, je me sens moi plus en sécurité sur un chalet qui va peut-être bouger et gondoler avec une secousse plutôt qu'un matériau inerte qui vont s'effriter. Et même d'ailleurs où on arrive à des extrêmes quand même de plus en plus sur le climat, où on voit des maisons où il va y avoir des lézardes qui vont se mettre parce qu'on est sur un temps trop humide ou alors beaucoup trop sec qui va aller après sécher sur l'intérieur, et on peut le voir dans les maisons aux alentours. Donc le bois c'est l'avenir. Le bois, c'est l'avenir en fin de compte. C'est une matière première renouvelable, quand même, si vous avez la chance d'avoir un peu, voilà, vous le faites en local ou autre, mais on est sur un impact moindre. Et en tout cas, très agréable à vivre, et en ce qui me concerne, non, c'est du positif, définitivement. Ouais, ça marche. Mais en tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. On aurait aimé passer plus de temps, être invité en Airbnb, du coup. Peut-être aussi, mais merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer sur ce genre de construction, petit mode de vie, à voir si ça peut aider des gens qui se posent des questions ou qui, voilà. Pour changer les mœurs un petit peu, les a priori, les préjugés, effectivement, c'est... Je dirais que pour des personnes qui se sentiraient attirées par ce genre de construction ou cette façon de vivre, que je pense qu'il ne faut pas hésiter, qu'en fait c'est du bon. Je n'en retire que du bon. Merci encore. Merci à vous. À bientôt, Arnaud. Merci bien, à bientôt.